Bonjour aux participants qui nous ont déjà rejoints, 10 sur les 15 attendus. On va laisser encore une petite minute, le temps de mon introduction avant l'intervention de notre invité de la soirée, que je présente en quelques mots. Anne-Marion Bouchacourt, responsable pays pour la Société Générale ici en Suisse, basée à Zurich. La Société Générale ayant des activités et à Genève et à Zurich. Et Anne est également présidente de la section suisse des conseillers du commerce extérieur, donc un partenaire naturellement important de la CCI France-Suisse. Et Anne, je voudrais te remercier déjà d'être présente avec nous ce soir et d'avoir pris de ton temps et pour être présente aussi pour préparer cette intervention. C'est une intervention qui sera sur un thème d'actualité. Alors, on ne va pas parler du Covid ce soir, ou en tout cas, je ne crois pas qu'on va en parler. Je pense que c'est pas au menu de la soirée, tant mieux. Et le thème sera les banques, facteurs d'accélération de la transition énergétique. C'est un sujet capital, c'est un sujet majeur pour nos économies, bien sûr, mais aussi pour nos sociétés. Et donc, on se réjouit, Anne, d'entendre ton analyse et les inputs que tu pourras amener sur le rôle des banques dans cette transition importante. Heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de Meet and Connect. Vous le savez, c'est un format un petit peu particulier qui est toujours en petit comité. On limite volontairement à 15 participants pour faciliter les échanges. Et donc, on aura une première session de 15-20 minutes avec une présentation d'Anne, où là, on est en mode réunion sur l'outil Zoom. Et ensuite, Pierre-Marie Durécu, qui s'occupe un petit peu du back-office chez nous sur l'opération, nous passera tous en mode réunion et on donnera la possibilité à chacun de se présenter. Et l'idée ensuite, naturellement, c'est d'avoir un échange sur la thématique de la soirée, sur l'intervention d'Anne. Je suis sûr qu'il y aura des questions, des remarques, des compléments qui seront apportés par les uns et les autres. Et donc, on se réjouit aussi de vous retrouver, de vous entendre dans une quinzaine de minutes, dans 20 minutes, avec les caméras et les micros ouverts. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long, je vous donnerai quelques informations sur la suite du programme des activités de la CCI France-Suisse plutôt en conclusion. Et je passe tout de suite la parole à Anne-Marion Bouchacourt. Merci encore de ta présence et je te passe le micro et la caméra. Merci beaucoup Romain. Je suis ravie de me retrouver avec vous ce soir dans un format un peu original, mais voilà. Alors, pourquoi vous parler transition énergétique? En fait, les sujets de responsabilité sociale des entreprises sont des sujets qui, depuis facilement une dizaine d'années, sont devenus un élément cœur au sein de la stratégie de Société Générale. Parce que ce qu'on a vu, c'est que d'abord, on a vu une montée des attentes de nos parties prenantes. Alors, ça a été, bien sûr, tous les acteurs, ONG, etc., mais aussi de plus en plus les investisseurs, et en particulier les investisseurs individuels qui veulent pouvoir investir dans des produits à impact positif. Il y a eu beaucoup de choses qui ont émergé autour des Nations Unies avec les principes pour responsible finance, responsible investing, etc. Et puis, on voit aussi que pour nos clients, ça a de vrais impacts. Et ce n'est pas juste des impacts, on va dire, comment on les finance ou on ne les finance pas, mais c'est fondamentalement sur leur business model, ça a des impacts extrêmement profonds. Ça demande souvent pour eux des investissements qui sont significatifs, des adaptations de leur business model. Et donc, c'était important pour nous de comprendre tous ces éléments-là. Aussi pour regarder, vous savez, une banque, elle prend du risque et donc elle finance en prenant du risque. Et donc, il faut qu'on soit capable d'évaluer dans quelle mesure les risques que nous prenons sont raisonnables. Et est-ce que du coup, on est amené à regarder de plus en plus, finalement, les entreprises que nous finançons, seront-elles là encore dans 20 ans, dans 30 ans? Auront-elles adapté leur business model pour prendre en compte tout ce qui se passe en matière de protection environnementale, climat, etc. Et en fait, si vous regardez les valorisations d'une entreprise, vous voyez qu'à peu près
60% de ça, si vous le projetez dans le temps, avec ces flux de revenus, 60% de la valeur est à 20 ans, vous avez 90% de la valeur à 30 ans, et au-delà de 30 ans, vous ne regardez plus. Donc, c'est vraiment important pour nous de nous poser la question sur les entreprises avec lesquelles on travaille, seront-elles là dans la durée? Et donc, en particulier, ça nous a amené à regarder les sujets de transition énergétique. Alors, vous savez que c'est une priorité en Europe et que dans les plans de relance, le plan de relance européen, il prévoit 750 milliards, dont 50% est dédié à la transition énergétique. Donc, c'est vraiment, ça va être une occasion d'accélérer des investissements, mais c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Et donc, si on regarde, constat, enjeu, qu'est-ce que la COP 21 à Paris a montré? Donc, elle a montré qu'en fait, si on ne travaillait pas au réchauffement de la planète, avec un objectif en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, il y avait un impact énorme, par exemple, sur la montée des océans. Si on arrive à rester à 1,5 degré de variation, les océans ne monteront que de 10 centimètres. Si par contre, on arrive à 2 degrés, vous avez des impacts bien plus importants. Donc, il y a des vrais enjeux de contenir le réchauffement de la planète, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, pour revenir aussi sur le réchauffement de la planète, j'ai vu on travaille avec des cabinets qui nous aident sur toutes ces réflexions-là, et j'ai vu une slide qui nous montrait qu'il y a quand la température était 2 degrés moins forte sur la Terre, qu'est-ce que ça voulait dire qu'aujourd'hui? Et en fait, vous voyez que toute une partie du Sahara était vert, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement désertique. Et donc, vous vous dites que si on augmente la température encore de 2 degrés, vous avez une partie de l'Espagne qui devient désertique. Vous avez des impacts, enfin, on ne se rend pas compte, on a l'impression que 2 degrés, c'est rien, mais ça a un impact énorme. Et du coup, d'où l'enjeu de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de voir comment accompagner toute cette transition pour faire en sorte qu'on permette un moindre réchauffement climatique. Donc, quels sont les chiffres qui sont sortis, dont on a parlé au moment de la COP 21, un objectif de réduire de 6% la production de combustibles fossiles entre 2020 et 2030, réduire les émissions de CO2, le chiffre de 36,8 milliards de tonnes, c'est un chiffre énorme en fait. Et si l'on voulait arriver justement dans ces objectifs de réduire à 2%, ça veut dire qu'il faudrait réduire progressivement jusqu'à 45% ces émissions de CO2. Voilà. Et puis après, vous avez des chiffres d'investissement qui sont prévus, etc. Et donc, compte tenu de tous ces investissements nécessaires, et vous voyez les montants qui sont extrêmement significatifs, par exemple sur les capacités électriques, 282 milliards. Vous avez après, en France, un trilliard 800 millions nécessaires sur tout ce qui est investissement socialement responsable, etc. Donc, en fait, du coup, ça passe aussi par les banques. Et les banques, elles jouent un rôle extrêmement important pour faire en sorte que des choses se passent. Avec pour nous un sujet très particulier qui est lié à l'Afrique, parce que Société Générale est donc présente en Afrique avec 19 banques. Et donc, permettre le développement de l'Afrique, c'est quelque chose qui est, mais d'une façon durable, qui est quelque chose d'important pour nous. Bien sûr, il y a la satisfaction et la protection de nos clients, et puis il y a le fait d'être un employeur responsable. La slide d'avant, s'il vous plaît. Et donc, lié à toute cette lutte contre le changement climatique et l'action en faveur de la biodiversité, nous nous sommes engagés sur tout ce qui est transition énergétique, avec des engagements pris pour sortir du charbon, et donc de dire que progressivement, on ne va plus rien faire dans le charbon à horizon de 2030. La seule chose que l'on finance dans le charbon aujourd'hui, quand on regarde des projets, c'est pour ce qu'on appelle le coke coal,
parce que ça sert à la production d'acier. Et donc, ça, c'est nécessaire. Mais sinon, tout ce qui est, on ne finance plus de centrales à charbon, on ne va pas financer par exemple des extracteurs, enfin des machines qu'on met dans les mines pour extraire du charbon. Tout ça, on a arrêté de le financer. Et progressivement, on arrête de financer tout ce qui est utilisation du charbon dans les centrales énergétiques, en fait. Donc, c'est vraiment un axe très fort. Et puis, on a pris un deuxième engagement qui est aussi de se dire il faudra qu'on sorte progressivement de tout ce qui est extraction de pétrole et de gaz. Et donc, de réduire notre exposition là-dessus à 10% à objectif 2025, donc qui sont des engagements extrêmement forts. Mais par contre, en contrepartie de ça, de travailler sur tout ce qui est énergie renouvelable, et on s'est engagé à financer 120 milliards dédiés à la transition énergétique, en fait. Et je vous donnerai un peu plus loin quelques exemples. Donc, si on passe à la slide suivante, donc, dans cet environnement-là, ce qu'on voit, c'est que pour une banque, il y a différents angles. Il y a un angle financement, d'accord, et financement, donc, qui vont être soit à caractère généraux, c'est-à-dire qu'on va financer une entreprise, d'accord, et donc là, on fera ce qu'on appelle un green bond ou un green revolving credit facility, enfin, on va faire des choses green, et ce qui veut dire qu'on finance l'intégralité de l'entreprise de cette façon-là, ou bien au contraire, on va faire plus des sustainability linked, soit des bonds, soit des financements, et qui vont être liés à des projets, à des équipements, à des infrastructures. Et puis, aussi, par exemple, on va s'engager par exemple, on a une filiale qui fait du financement de flotte automobile. On s'engage là à faire du financement, mais à s'assurer qu'on a un équilibre entre véhicules électriques et puis véhicules, on va dire, normaux. Donc, vraiment, regardez la façon dont vous financez différemment. Il y a aussi, de l'autre côté, tout ce qui est investissement, c'est-à-dire conseiller nos clients et leur offrir des outils d'investissement qui vont être des outils d'investissement green. Et donc, je vous donnerai aussi des exemples de types de choses qu'on peut faire, mais parce qu'on voit que les investisseurs se posent de plus en plus des questions. Et il y a des angles très différents. Vous avez des angles qui sont quel panier d'actions vous allez proposer. Et il y a eu pendant très longtemps, enfin c'est toujours vrai d'ailleurs, vous avez des tas de rating agencies qui se sont créés et qui ont évalué les entreprises. Ce qu'on voit, le problème, c'est qu'elles ont toutes des angles très différents, ce qui veut dire que ça peut donner des choses très incohérentes pour une même entreprise. Et du coup, ça rend les choses un peu compliquées en termes d'investissement pour qu'est-ce que je choisis comme critères. Est-ce que je vais prendre des critères de Vigeo, des critères… Et donc, vous êtes amené à… Aujourd'hui, c'est vrai que pour un investisseur, c'est assez compliqué. Et du coup, ils ont plutôt travaillé jusqu'à récemment par exclusion, en se disant, on enlève toutes les entreprises qui sont mal notées et puis on va garder les autres et ça fera des portefeuilles green. Le problème, c'est que dans la durée, vous devez aussi sortir du rendement. Hein, quand vous avez une caisse de retraite qui doit délivrer du rendement pour financer les retraites de ses adhérents, elle doit avoir du rendement et donc vous ne pouvez pas exclure de façon systématique toutes les entreprises dont vous considérez que certes, elles délivrent pas mal de rendement, mais elles ne sont pas assez green. Et en fait, c'est pour ça que je viens au troisième point. On est beaucoup aussi à travailler sur la transition et conseiller nos clients sur la transition. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on est black and white, enfin, on arrive finalement à des solutions qui ne correspondent pas à la réalité et qui ne permettent pas à nos clients d'évoluer de façon raisonnable et faire que l'économie quand même continue à tourner. Et vous ne pouvez pas brutalement tout arrêter
parce que vous décidez que vous n'allez plus utiliser de charbon. Et juste pour vous donner un élément, j'ai un ami qui était l'ancien patron d'EDF en Chine et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La France dans le noir ». Et en fait, ce qu'il explique, c'est que le problème, c'est si vous passez tout en infrastructure éolien plus solaire, le problème, c'est que le jour où vous avez un anticyclone, en général, il fait -10, vous n'avez ni vent ni soleil, et à ce moment-là, il faut remettre en route des centrales pour avoir de l'électricité, et ça fait un kilowattheure à 10 000 euros l'heure, parce que comme ça n'est pas utilisé autrement, et donc il faut travailler à trouver des équilibres entre tout ça, parce que vous êtes obligé de conserver une part d'équipement qui fonctionne pour les moments où vous n'aurez pas d'autre moyen d'avoir de l'électricité. Voilà. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante pour vous donner des exemples de choses sur lesquelles nous travaillons. Donc, nous travaillons par exemple à accompagner des solutions d'avenir. Alors, les solutions d'avenir, ça peut être des choses qui ne sont pas encore complètement matures, mais par exemple autour de l'hydrogène. Donc, pour financer des électrolyseurs qui permettront de produire des tonnes d'hydrogène vert pour l'Europe. Pour financer la conception de piles à combustible qui permettront de stocker de l'électricité transformée en hydrogène. On travaille sur la ville de demain avec, par exemple, on travaille beaucoup sur le Grand Paris, avec un certain nombre de financements, avec des quartiers qui vont être des quartiers qui travaillent avec, on va dire, avec des logiques de renouvellement. J'arrive plus à trouver le terme, mais quand c'est en auto, enfin, comment ça s'appelle, circulaire, enfin bref, je suis désolée, j'arrive plus à trouver le terme, mais en fait, donc, de favoriser des quartiers et des îlots urbains qui sont complètement en économie circulaire et avec, on va dire, des sources d'énergie qui sont durables. Donc, vraiment, il y a beaucoup, en fait, dans les projets du Grand Paris, vous voyez qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens. On a travaillé aussi sur une énorme ferme, on appelle ça des fermes wind farm, donc avec des éoliennes, une ferme d'éoliennes sur la côte de l'Angleterre, sur la côte du Yorkshire, qui serait et qui devrait produire à terme 5% de l'électricité du Royaume-Uni. Donc, c'est 1,8 térawattheure. Donc, vous voyez, il y a beaucoup on a financé à Taïwan le plus grand parc éolien offshore. Pareil, pour fabriquer une grande partie, je crois que c'est 10% de l'électricité de l'île. Donc, on est très impliqués. Et en fait, le fait que les banques soient là avec leurs solutions, qui vont être des solutions éventuellement qui permettent d'incentiver, c'est-à-dire de donner un certain nombre d'avantages dans la façon dont il faut structurer les financements, soit si le projet respecte un certain nombre de critères, soit si l'entreprise respecte un certain nombre de critères. Le fait qu'aussi on sorte de certains nombres de projets, ça pousse, on va dire, les acteurs économiques à regarder les sujets du développement durable et de la transition énergétique différemment. Vous voyez, j'ai donné un autre exemple de choses qu'on peut être amené à faire, qui est la slide suivante. On a fait une émission obligataire en Chine, donc pour Bank of China, pour permettre au financement en fait, de projets liés à la protection des océans. Et donc, l'objectif, c'est la réduction de la pollution, la protection de la vie marine et puis la construction de parcs éoliens offshore.
Et du coup, en faisant ça, ça permet d'augmenter bien sûr la capacité éolienne et donc l'énergie verte, mais aussi la capacité de traitement d'eau usée. Donc ça, c'est un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple aussi autour de l'eau, là qui est avec notre asset manager qui s'appelle Lixor, qui travaille, qui fait des ETF en fait. Et en fait, qui a fait un ETF sur. Donc, un ETF, c'est un produit listé qui reprend, on va dire, qui est un produit synthétique d'un certain nombre d'actions qui sont derrière. Et en fait, ils ont fait un panier qui a été construit par Robeco Sam, donc qui a sélectionné les actions qui seraient derrière ce panier, et avec pour l'objectif que donc, les entreprises tirent 40 à 100% de leurs revenus d'activité liées à l'eau, parce qu'on voulait que le secteur soit pur, et que ce soit des entreprises qui travaillent justement à assainir les eaux usées et améliorent la distribution d'eau potable. Et en fait, c'est un fonds, on voit, enfin, cet ETF, il a connu un énorme succès avec une croissance très forte des actifs, et on voit qu'il y a eu une énorme demande. Il y a 930 millions d'euros d'actifs sur cet ETF. Et en fait, vous voyez de plus en plus d'investisseurs qui investissent sur ce type de produit. Alors ensuite, je voulais aussi vous donner quelques exemples en Suisse de choses qu'on a pu être amené à faire. Et donc, c'est le slide suivant. En fait, moi, ce que je dirais sur la Suisse, c'est que je trouve que les investisseurs institutionnels sont très sensibilisés au sujet du développement durable en général. C'est-à-dire, ça peut être la transition énergétique, mais pas du tout que cela. Et il y a une vraie compréhension des enjeux et du coup, une grande recherche de produits autour de l'investissement durable. Mais par contre, je trouve que côté entreprise, c'est un chemin de maturité qui est encore pas là complètement. Vous voyez un peu des choses qui se passent, mais c'est encore, on va dire, assez long. Donc, on a, nous, récemment fait le premier Green Bond de LafargeHolcim, hein, qui était l'émission de leur première obligation liée à des objectifs de développement durable dans le secteur des matériaux de construction. Et en fait, la façon dont ça se passe, c'est que LafargeHolcim s'est engagé sur un certain nombre de critères. Et s'ils délivrent sur leurs critères, ben, très bien, l'émission obligataire aura été, restera comme elle est. Par contre, s'ils ne délivrent pas, à ce moment-là, ils devront payer plus cher aux investisseurs qui auront acheté ces obligations. Et donc, il y a une vraie incitation pour LafargeHolcim à s'engager à délivrer. Alors, bien sûr, vous ne le faites pas avec des entreprises dont vous ne pensez pas qu'elles pourront délivrer. Et en fait, les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs sont tout à fait à la portée de LafargeHolcim. Donc, on a considéré que c'était très faisable. Mais, et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une très forte demande des investisseurs pour cette obligation, ce qui leur a permis d'ailleurs de réduire le prix auquel elle a été émise. Autres exemples de choses que l'on fait, donc je vous en parlais rapidement tout à l'heure, ALD, qui est notre filiale qui fait du financement de flotte automobile, donc a par exemple pris l'engagement qu'à horizon 2025, 30% de sa flotte était électrique. On a un peu la même chose avec notre filiale qui fait du financement d'équipements, pareil, toujours en leasing, et qui est très impliqué sur le financement on va dire, de matériel électrique, qui a pu financer en Suisse, par exemple, une usine mobile de biogaz avec un fournisseur local de machines agricoles. Vous voyez, donc des choses assez différentes, mais du coup, quand vous discutez avec vos clients, vous voyez que de temps en temps, dans les financements, il y a des choses que vous pouvez faire avec une composante verte. Et puis, du côté produits d'investissement,
par exemple, on a une coopération avec une fondation qui s'appelle Jubilation Segura. Et donc, c'est un projet pour la reforestation et l'agroforesterie auprès de fermes au Pérou. Et donc, c'est un projet dans lequel nous sommes un des participants, nous ne sommes pas le seul, mais qui a conduit à ce qu'il y ait 4,5 millions d'arbres qui soient replantés. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un investisseur investit sur un certain produit, il y a une petite partie de l'investissement qui part pour financer des arbres. Dans notre banque privée aussi, vous voyez, on a un partenariat avec la Maitri, et donc ce qui pour chaque tranche de 10 000 euros investie dans une solution d'investissement spécifique, il y a un arbre qui est planté. Donc c'est un peu la même logique. On a aussi, par exemple, un Climate Action Certificate, donc qui est pareil, qui est lié à des entreprises qui contribuent à la réduction de l'impact du changement climatique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de choses qu'on a pu faire. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante pour revenir sur le Climate Action Certificate, mais dans lequel, par exemple, là, on regarde des entreprises qui sont autour des énergies renouvelables, du green housing, tout ce qui est efficacité énergétique, en particulier au niveau agriculture, mais pas que, la mobilité verte, et puis aussi l'agriculture durable, donc avec une transformation qui a une plus faible intensité carbone. Je vous ai parlé de Jubilation Segura, donc c'est peut-être pas la peine d'aller sur celui-là, mais on peut peut-être aller sur le slide d'après, qui est aussi quelque chose de très intéressant. C'est par exemple dans le financement donc on a des activités de financement de matières premières, et on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on regarde est-ce que ces flux étaient, les flux qu'on finançait, quel était leur degré d'impact carbone. Parce qu'on se dit qu'à terme, quand vous produirez un bien, on ne regardera pas seulement si le bien fondamentalement est moins consommateur d'énergie, par exemple si je prends une voiture, etc., mais on regardera aussi si les matériaux qui ont conduit à construire cette voiture ou ce bien sont des matériaux qui vont avoir une forme de certification green. Et donc, on a commencé à travailler avec une start-up qui travaille sur ces sujets-là pour évaluer les flux de matières premières que nous financions, en se demandant est-ce qu'ils avaient un impact carbone fort ou pas. Et en fait, ça permet à chaque étape, en fait, vous voyez, à la production, par exemple, si je parle de minéraux, hein, d'aluminium, de cuivre, de choses comme ça, vous pouvez avoir une analyse de l'empreinte carbone à la production, puis au stockage, puis au moment du fret, de nouveau au stockage, et puis éventuellement le transport pour aller au point de destination à l'acheteur final. Et donc, on a commencé à faire du travail, et c'est très intéressant parce que ça montre des choses que vous ne voyez pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, vous vous rendez compte que les flux d'aluminium en provenance de Russie, c'est des flux d'aluminium relativement green, parce qu'en fait, en Russie, il y a beaucoup d'hydroélectricité, qui est donc une électricité green, et que du coup, quand vous financez des flux d'aluminium qui viennent de Russie, vous allez financer des flux qui vont être verts. Et donc, si vous voulez, on est de plus en plus en train de se dire, on va classifier d'une certaine façon nos flux, avec des flux qui vont être verts, orange ou rouge, et on va aller de plus en plus à financer les flux rouges. Ça veut dire aussi que du coup, si vous voulez, on va regarder les entreprises de transport, enfin, c'est-à-dire tout ce qui est vaisseau, hein, on va regarder les vaisseaux. Est-ce que les entreprises utilisent des transporteurs qui ont, par exemple, des vaisseaux avec des scrubbers? Et du coup, est-ce que il n'y a pas, ils minimisent les émissions de CO2, ou est-ce qu'au contraire, ils utilisent des shippers qui sont très polluants? Donc, toute cette réflexion pour se dire, est-ce qu'on finance vraiment ce qui est bon pour la planète? Voilà.
Et donc, en conclusion, parce que je ne veux pas passer plus que trop de temps pour laisser du temps aux questions, je pense que nos axes, hein, c'est contribuer aux nouveaux standards. Et on a été très impliqués avec les Nations Unies sur la définition des standards à leur origine, et on continue. C'est bien sûr être leader de la transition énergétique. C'est agir pour les communautés et pour de meilleures sociétés. Et ça c'est avec le regard de se dire que on ne peut pas non plus décider qu'en Afrique ou dans un certain nombre de pays en voie de développement, on va leur interdire le charbon, parce qu'on ne peut pas les empêcher de se développer. Et ça serait complètement d'abord injuste, et puis complètement théorique, parce que de toute façon, ils utiliseront le charbon. Donc, c'est vraiment d'essayer de se dire comment on fait pour favoriser la chose la plus efficace possible en termes de développement durable, mais tout en sachant qu'il faut être pragmatique et proche du terrain. Et puis, bien sûr, être novateur en cherchant à travailler avec toutes les enfin pas toutes, mais avec des fintechs, essayer de voir ce qu'on peut faire, voilà, dans des environnements où on n'a pas toujours, on pense pas toujours possible de trouver des solutions, et finalement, en cherchant, vous trouvez toujours des formes de solutions. Et ça m'amène à notre, vous voyez, il fallait communiquer sur quel était notre mission statement. Et en fait, notre mission statement, c'est construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Et c'est vraiment ce vers quoi nous tendons avec toutes ces actions.